et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Je reçois aujourd'hui Manuel Pouchelet, expert en géopolitique. Bonjour Manuel. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour faire de la résilience, il faut être informé de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Il faut être informé des sujets tournant autour des armées. Manuel va aujourd'hui nous parler de plusieurs sujets. Ce dont il a témoigné en termes de préparation des armées à des scénarios de crise. On va parler de géopolitique du pétrole, on va parler de réfugiés climatiques, de géopolitique de l'eau. Éventuellement, si on a le temps en fin d'émission, on parlera de routes commerciales. Et si on n'a pas le temps, on fera une deuxième émission, sachant que j'espère que vous serez intéressés par ce que Manuel aura à nous raconter et que vous réagirez. Et en fonction de vos réactions, on fera éventuellement une deuxième partie plus tard. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Manuel, est-ce que vous pourriez nous décrire brièvement votre parcours et finalement définir pour nous c'est quoi la géopolitique et pourquoi c'est important pour ceux qui nous regardent? Alors écoutez Cyrus, moi j'ai un parcours un petit peu très atypique. Donc j'ai fait mes études aux États-Unis à l'université de Yale, donc à New Haven, une université que beaucoup de personnes doivent connaître. En ce qui concerne la géopolitique, c'est surtout quelque chose de très important dans une première carrière que j'ai pu effectuer au ministère des Armées pendant 16 ans et demi, où j'ai été chargé de mission et également avec d'autres attributs dans des sujets diplomatiques et un peu plus confidentiels. Et ensuite, depuis 2013, je suis à mon compte en tant que formateur indépendant en entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous exposer pourquoi les armées, tout simplement, interviennent à l'extérieur, notamment notre armée française? Alors, c'est tout simple, les intérêts de la France à l'international, donc, qui sont multiples. Alors, il y a dans un premier temps l'enjeu des ressources pour faire fonctionner notre économie. Uranium, oui, et aussi le pétrole, ne l'oublions pas, et puis d'autres denrées, on va dire, un peu plus rares, ce qu'on appelle des ressources naturelles de manière plus générale. Mais en ce qui concerne en revanche l'intervention française, c'est pour en amont anticiper les risques des menaces qui sont devenues particulièrement polymorphes. Quand on dit polymorphes, donc, qui ont plusieurs formes, on parle beaucoup de terrorisme, mais il y a également des menaces de type économique où les entreprises françaises sont malmenées pour justement diminuer leur performance. Voilà, donc ça il faut le prendre en compte et c'est très important de le souligner. C'est pour ça que la géopolitique en fait est une matière qui brasse un petit peu beaucoup de spectres de compétences. On peut parler d'histoire, de géographie, d'économie bien sûr, de topographie, ça paye pas de mine mais c'est important parce que ça a un impact sur les mouvements de population. Et ensuite, le pouvoir politique en tant que tel, c'est-à-dire le pouvoir décisionnel des chefs d'État et des accords entre États. Et surtout les relations internationales, ne l'oublions pas. Pouvons-nous zoomer sur un théâtre d'opération extérieure en particulier où il s'agit de sécuriser des ressources? Alors les théâtres sont multiples. La France est engagée actuellement, et je pense que ce qui fera l'intérêt de nos auditeurs au Sahel. Pourquoi le Sahel? Écoutez, c'est tout simple, c'est une zone pour laquelle il y a des liens historiques avec la France, c'est ce qu'on appelle l'ancienne Afrique occidentale française, sans aller dans le colonialisme, mais également il faut savoir que la France a des accords de défense avec ces pays-là. Lorsqu'ils sont soumis à des menaces, la France intervient. Alors la France intervient notamment lorsqu'il y avait la Libye du colonel Kadhafi au Tchad, ça c'est pour les premières opérations. Ensuite, il y a eu des accords avec la Centrafrique et puis également d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, plus récemment avec l'Icorne. Et là, aujourd'hui, le Sahel. Alors le Sahel, on parle de l'uranium au Niger, mais il y a également aussi d'autres enjeux, puisque cette région se trouve aussi, alors pour ceux qui le savent, sur les nouveaux itinéraires des migrations, mais également de la drogue qui vient d'Amérique du Sud, qui passe par ces points de passage obligés. Donc forcément, pour anticiper en amont et bloquer cette nouvelle menace, l'armée française est déployée pour défendre les intérêts de la France, mais surtout, ne l'oublions pas, dans le cadre d'accords de défense, principalement. Est-ce qu'il ne serait pas dans l'intérêt de notre sécurité et de manière à ce que notre armée ne soit pas non plus, ne s'éparpille pas partout à devoir sécuriser des ressources, est-ce qu'il ne serait pas de notre intérêt à ce qu'on consomme moins de ressources? Alors en effet, oui, la consommation des ressources va obliger la France à changer de portage, notamment en ce qui concerne le recyclage. Aujourd'hui, vous êtes confronté à des produits de plus en plus technologiques qui intègrent des composants de plus en plus techniques avec l'utilisation de matériaux rares ou de ressources rares. Alors le coltan, et aujourd'hui, en ce qui concerne l'or en tout cas, il se développe en France
une filière de recyclage qui est non négligeable. Ce qui a obligé les États, puisque le fait d'aller chercher l'or est devenu de plus en plus difficile et contraignant, notamment en termes de coûts. Et donc en ce qui concerne la France, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la filière recyclage concernant ce métaux précieux est de plus en plus développée. Et quid du pétrole? On en consomme encore pas mal, on est très loin d'être prêt pour l'après-pétrole. Est-ce qu'on ne risque pas d'être obligé à terme de s'engager de plus en plus dans des guerres de ressources parce qu'on n'est pas préparé à la descente pétrolière? Alors la descente pétrolière en Europe, elle est significative d'à peu près entre 20 et 30% ces derniers temps, avec la réduction, donc déjà au niveau de la technologie des moteurs. Depuis 2008, on a à peu près réduit notre consommation de pétrole d'une vingtaine de pourcents. C'est ça, ça c'est confirmé. Des voitures plus efficaces. C'est ça. Donc en fait, il y a des moteurs qui sont nettement plus économiques. L'après-pétrole n'est pas pour demain. En revanche, il y a des pays qui ont une forte chute de leur consommation de pétrole parce que il y a une volonté politique comme le Japon et l'Australie où là la chute elle est nettement supérieure à la France, il faut le savoir. En revanche, en ce qui concerne la France, le pétrole a toujours été un enjeu. Bon, vous doutez bien que vous avez tous entendu parler de cette fameuse phrase sibylline, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Donc la preuve, là on a eu la démonstration des idées. Maintenant, en ce qui concerne le pétrole, cela oblige forcément à des accords, alors soit avec les pays producteurs, mais également l'acheminement où nos armées sont mobilisées, puisque c'est une ressource qui est convoitée. Donc forcément, il faut la protéger. Très bien. L'armée intervient aussi sur le territoire national, oui. Alors notamment dans le cadre de secours de population en cas de catastrophe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples notables? Alors, les exemples les plus récents, on peut dire, il y a eu vous savez, les catastrophes pétrolières avec l'Erika, là où l'armée française est intervenue pour le nettoyage. Également, la tempête de 1999 dont tout le monde a entendu parler, où le soutien logistique militaire avec notamment la découpe des arbres et surtout a été engagé. Et aussi la sécurité des villages, puisque lorsque les choses sont détruites, ça attire les convoitises éventuellement des voleurs, mais bon, sous couvert quand même de la gendarmerie, hein, attention. Les militaires ne sont pas des gendarmes, ne sont pas des officiers de police judiciaire, mais pour la protection du territoire. Un autre exemple aussi à prendre en compte, pour ceux qui sont parisiens et même qui gravitent autour de la Seine, le problème des crues de la Seine ont été suffisamment anticipés et scénarisés dans des scénarios d'exercice militaires de grande ampleur pour lequel on a pris d'importants mouvements de population, leur hébergement, leur accueil et leur mise en sécurité. Nous avions reçu lors d'une émission précédente Jean-Claude Oliva, donc spécialiste des questions sur l'eau. Effectivement, on avait parlé de crue centennale de la Seine, dont la prochaine pourrait avoir un coût très nettement supérieur à celle d'il y a 100 ans, ne serait-ce parce que depuis, beaucoup de sols ont été artificialisés, les capacités d'absorption des crues se sont réduites, donc on pourrait imaginer que la prochaine crue ait un coût bien supérieur. Ouais. Là vous dites que voilà, le plan, alors Jean-Claude Oliva n'était pas forcément au courant de quel était le plan B, vous dites qu'effectivement il y a des scénarisations au sein de l'armée pour accueillir en cas de catastrophe des populations qui peuvent approcher de l'ordre de centaines de milliers de Parisiens. Oui. D'accord. Oui, alors il y a des bases qui sont déjà pré-réquisitionnées en banlieue parisienne pour accueillir ces populations et les mettre en sécurité. Faut savoir aussi... Quelles sont ces bases? C'est des bâtiments qui sont... Non, alors il n'y a rien de secret. Bon, ici dans l'Essonne, là, parce qu'actuellement nous sommes dans l'Essonne, mais bon, la zone de Brétigny va être très sollicitée. Hein. Il y a des structures d'accueil qui sont déjà prépositionnées avec des tentes et puis tout ce qui est l'équivalent de monter une ville, on va dire, artificielle en très peu de temps pour accueillir justement ces populations du bassin de la Seine. Ensuite, ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est qu'avec les crues de la Seine de 1900, si j'ai bonne mémoire, ont été construits aussi en amont des lacs de rétention autour du lac de la Forêt d'Orient, là du côté de Troyes, avec des bassins. Et ces derniers temps, avec le changement du climat qui a été observé, on s'aperçoit qu'ils sont à limite capacitaire. Donc là, il va falloir commencer à anticiper peut-être la construction de nouveaux ouvrages. D'accord. Vous parlez crue centennale de la Seine, c'est une catastrophe climatique. On peut parler un petit peu collapsologie. Oui, allons-y. Crise climatique, épuisement des ressources et que sais-je. Oui. Risque insurrectionnel. Enfin bon, si on met un peu d'ordre dans les idées. Oui. Est-ce qu'on peut penser qu'avec, parce qu'aujourd'hui, on va dire,
les oiseaux chantent encore à peu près, quoique, et on note une disparition des oiseaux, on note une disparition générale de la biodiversité dont on ne sait même pas si la biosphère va retrouver un équilibre, mais ça c'est encore autre chose. Ouais. On peut imaginer un avenir où les catastrophes climatiques sont plus fréquentes, plus amples que celles qu'on observe aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la France devrait se remilitariser, augmenter la part de son effort budgétaire consacré à l'armée et la part de sa population qui va être en charge de secourir les populations? Alors, en ce qui concerne la France et son armée, la première menace actuelle, c'est principalement le terrorisme. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est ce qui préoccupe la France et les Français. Actuellement. Donc ça, c'est actuel. Maintenant, si on arrive à se projeter à quelques années, en effet, le risque climatique n'est pas négligeable puisque celui qui aura la ressource va devoir la défendre. Et forcément, cela nécessite une réflexion de fond auprès des décideurs en ce qui concerne la protection des installations et de production de ce que vous évoquez, puisque même la France, on parle de scénario catastrophe, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on s'intéresse à des pays qui manquent d'eau, qui sont ce qu'on appelle dans le jargon technique en stress hydrique. La France commence à être exposée. Il y a des régions, là, notamment certaines régions du Sud, qui deviennent très exposées, pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse. Alors, il faut savoir que les réponses existent, puisqu'on a pu voir certains pays comme Israël, ou même des États arabes réussir à domestiquer l'eau, et la réponse, elle se trouve là. Alors qu'en France, ce n'est pas encore été étudié, ou alors ça a été abordé par des experts qui, malheureusement, n'ont pas forcément aussi été écoutés. Voilà. On reparlera d'eau plus tard, enfin on va en parler aussi tout de suite, mais on parlera de géopolitique de l'eau plus tard. Bien sûr. Là tout de suite, on peut imaginer que la France soit encore en mesure de s'approvisionner en eau et encore des terres arables, alors que d'autres pays, pour eux ce n'est hélas plus le cas. L'état des sols dans le monde est assez désastreux, celui en France l'est beaucoup moins. Le stress hydrique dans le monde est arrivé à un point critique, en France un petit peu moins. Si on est un pays qui a encore ces ressources-là, alors que d'autres n'ont pas, qu'est-ce qui se passe? Je pense évidemment à la question des réfugiés climatiques. Oui. On a vu la crise syrienne, on peut imaginer à l'avenir des crises de réfugiés de bien plus grande ampleur. Quels sont les scénarios de préparation à cela? Alors les scénarios, en fait, il faut s'imaginer que celui qui aura la ressource, il va falloir, en fait, pour sa sécurité, il va falloir qu'il y ait des accords, un petit peu comme les Américains avaient fait pétrole contre nourriture. Donc ça, c'est des scénarios qui sont toujours un petit peu d'actualité, bon, même s'ils sont dépassés maintenant, mais il va falloir, les États vont être obligés de s'entendre, parce que là, il s'agit non plus de relations internationales, mais tout simplement de survie de l'espèce humaine. Donc là, il va falloir que les gens s'entendent, communiquent leur savoir-faire, puisque beaucoup d'États sont inégalitaires en termes de savoir et de la redistribution des connaissances. Et donc là, il va falloir que ces États trouvent des accords et des partenariats pour que déjà, à la base, ils puissent aussi déjà vivre sur leur sol, même si leur sol évolue. Nous, en France, nous sommes en train de le constater de manière très sérieuse, avec certaines régions qui ont été évoquées la semaine dernière dans les journaux télévisés, où il y a une vraie montée des eaux. Et avec on considère qu'il y a quand même, ils avaient annoncé des chiffres assez inquiétants, quasiment presque 2 ou 3 Français sur 5 étaient exposés. D'accord. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, la science n'est jamais vraiment exacte, certes, mais sans le critiquer, il y a quand même des scénarios avec des données qui sont maintenant numérisées et très importantes, qui ont été collationnées, donc récupérées. Ouais. Et les scénarios qui sont évoqués sont plus du serious game, c'est-à-dire des scénarios sérieux avec une obligation de réaction. Voilà, là il va falloir réagir. C'est-à-dire réagir. Alors, quand dit réagir, c'est prise de décision. Il faut que les acteurs au niveau, à l'échelle locale, donc ça peut être les maires, ça peut être après les préfectures, ça peut être ensuite les régions, ça va nécessiter un brainstorming général, une réflexion, pour parler français, qui va mobiliser beaucoup les acteurs décideurs, puisque là il y a urgence. La très belle phrase du président Chirac en Afrique du Sud,
notre planète brûle et nous détournons notre regard. Là, nous regardons ailleurs. Et nous regardons ailleurs, il va falloir commencer à s'y intéresser. Même sous nos latitudes, où soi-disant nous jouissons de climats tempérés, qu'ils sont de moins en moins. Parce que ce qu'il faut retenir, j'avais un ami pilote qui m'avait signalé, ce qui les inquiète, enfin même pour le personnel aérien, c'est la fréquence des événements, mais c'est surtout, et ça peu de personnes osent le dire, la violence des événements. Et c'est qu'aujourd'hui, avant, dans la conception par exemple d'avions, ils se sont aperçus que maintenant certains phénomènes climatiques pouvaient mettre un avion par terre, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est à prendre en compte. Quel type de phénomène climatique Là, c'était les tempêtes. Par exemple, moi, le pilote que j'ai eu en formation m'a évoqué notamment des tempêtes entre le Brésil, parce qu'il était d'origine brésilienne, entre le Brésil et la France, et il m'a dit, là, ça devient, au niveau du poteau noir, ça devient dangereux. Donc même eux qui avaient certains... en fait, ça va avoir des conséquences. Alors, ce qui est important pour tout ce qui touche le réchauffement climatique, c'est que ça a des... ou peu importe les phénomènes climatiques ou catastrophes naturelles, ça va avoir des conséquences sur aussi les formations des personnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut étudier ces scénarios de manière un peu plus sérieuse que ça ne l'est jusqu'à présent, et non pas regarder et visionner des films de catastrophes comme tout le monde aime bien voir. Là, ça devient vraiment du concret. Donc là, il faut réagir. Oui, non, tout à fait. Vous faites bien de aussi soulever la question des mers, qui est un sujet qui nous est cher sur plan B. Effectivement, développer de la capacité de réaction et d'accueil, non seulement envers des réfugiés étrangers, mais voire des réfugiés de l'intérieur. Enfin, on peut imaginer des scénarios où les villes deviennent moins vivables, qu'il faille, retourner à la terre pour cause crise climatique, épuisement des ressources, des réductions des rendements agricoles. Certains maires se préparent à ça, parce qu'on ne parle pas forcément d'horizon 100 ans, mais potentiellement 20, 30 ans. Oui, c'est ça, oui. Il faut quasiment diviser par deux les repères et les indicateurs que nous avions jusqu'à présent. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait un film qui s'appelait Malville, qui est sorti en 1980, qui démontre le comportement des gens au niveau de cette collapsologie là que vous évoquez. C'est à prendre en compte. Il faut que maintenant le citoyen, je remarque depuis quelque temps, a un discours, a une attitude, un comportement nettement plus adapté et très soucieux de son empreinte carbone. Aujourd'hui, les caprices des années 80 de faire venir des kiwis d'Australie pour manger ça à toutes les saisons en France, ça devient terminé. Maintenant, on a plus des personnes qui s'intéressent aux petits producteurs locaux et qui vont, ce qu'on appelle, consommer des produits de saison. Ça, c'est très important pour notre économie et aussi pour l'empreinte. C'est un exemple aussi de vie sous contrainte, parce que réduire son empreinte, c'est aussi apprendre à vivre sous contrainte. C'est une forme de vie sous contrainte, certes, mais faut pas non plus que ça dégénère comme ont pu connaître, moi, mes parents pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, en effet, c'était imposé. D'accord. Je comprends bien. Très bien. Non, effectivement, alors je ne sais pas, sans propager de rumeurs ou quoi que ce soit, et puis on a chacun, je pense, des discussions avec des militaires de grades divers et qui s'expriment à titre purement individuel. Ce que je note de mon côté, c'est que eux, comme beaucoup d'autres, sont quand même assez pris de court par les évolutions des 20-30 dernières années, où l'empreinte de l'humanité sur Terre a quasiment doublé. Alors celle des pays OCDE est à peu près restée stable, et si le monde en était resté là et que les pays hors OCDE, donc hors pays riches d'il y a 20-30 ans, les pays hors OCDE, notamment Inde-Chine, si eux ne s'étaient pas développés, à la limite, on aurait pu dormir tranquille jusqu'en 2100 ou que sais-je. Or, avec une empreinte qui c'est ce qu'on appelle la grande accélération, finalement. C'est non seulement les pays hors OCDE, mais aussi un petit peu de notre fait, on consomme encore plus de plastique, et que tout ça rapproche les échéances, comme vous sembliez le dire, ça divisé par deux les horizons de temps, que ce soit en termes de dérèglement climatique ou épuisement de ressources. Pour répondre plus précisément à votre question, il faut savoir que, là vous évoquiez l'armée, les scénarios, etc. Il faut savoir qu'à partir de 2008, la France a commencé à travailler de manière très sérieuse. Alors, ça peut peut-être déranger certaines personnes, mais notamment avec la Syrie, juste avant le conflit, où Bachar el-Assad est venu à Paris et il avait eu des entretiens avec le chef des armées de l'époque, et justement était déjà annoncé par un ministre de l'écologie connu qui a été présentateur télévisé, où il y avait des scénarios assez sûrs et même confirmés. Déjà en 2008, on parlait de premiers réfugiés climatiques à compter de 2014, sachant que les premiers sont arrivés autour de 2012. Donc il y avait déjà 2 ans d'avance. Donc c'est un vrai problème. On se retrouve avec des populations
qui sont donc chassés de leur territoire, Mhm. mais qui ne peuvent se réfugier dans les pays limitrophes pour différentes raisons, que la géopolitique peut apporter la réponse. Hein. Il s'agit de religion, il s'agit de méthodes de multiculturalisme qui n'est pas forcément adaptée, etc. Une forme de conformité qui ne dit pas son nom. Mhm. Mais ça, c'est à prendre en compte, puisque au début, on chiffrait déjà en millions de personnes et pas en milliers, ce qui est différent. Très bien. C'est potentiellement lié au climat et aux ressources, mais aussi aux questions sociales, les questions de risque insurrectionnel en interne. À quel moment l'armée intervient, quand est-ce qu'elle n'intervient pas? Alors, crise des gilets jaunes, si ça avait été potentiellement plus grave, qu'est-ce qui Alors, serait passé? le mouvement social des Gilets jaunes, c'est vrai, a permis quand même pas mal de choses en termes de restructuration du maintien de l'ordre. Là, nous sommes quand même confrontés à des problèmes assez sérieux de risques et de violence, ce que les Anglais diraient du tribal warfare, donc un état de siège, hein, pour employer des mots français. Par chance, il n'y a pas eu d'attentat. C'est-à-dire que les forces de sécurité mobilisées au maintien de l'ordre ne l'étaient pas contre le terrorisme. Et ça, c'est à prendre en compte. Parce qu'imaginez, sur certains lieux de regroupement, comme on a pu voir sur certaines places parisiennes bien connues, imaginez un kamikaze qui se fait exploser, là on est autour de 400-500 morts. Là. Donc ça, c'est à prendre en compte. En revanche, alors, en ce qui concerne vous parliez de l'intervention militaire. L'intervention militaire, à un moment, a été évoquée par les autorités pour protéger les bâtiments nationaux. Il faut savoir que l'armée, lorsqu'elle protège un bâtiment, il y a des conditions d'engagement, et notamment, je sais que ça peut choquer certaines personnes, je préfère le dire à l'avance, il y a également des conditions d'ouverture du feu. Le militaire, si vous voulez, il est aux ordres, donc il obéit à des sommations, il y a un cadre d'ordre très précis, n'oublions pas, ce ne sont pas des officiers de police judiciaire. Mais dès que la zone à protéger est franchie et entamée, il y a autorisation de tir. Ça, il faut le savoir. Alors, je sais que je peux déranger certaines personnes comme je le dis. C'est le protocole. Mais c'est le protocole. Ouais. Ça, c'est le protocole de défense et de sécurité. Il faut le savoir. Donc maintenant, ne l'oublions pas, sur le territoire national, c'est principalement la police et la gendarmerie qui sont chargés du maintien de l'ordre. L'aspect militaire, c'est de défendre le territoire contre toute agression extérieure. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle les règles d'engagement sont très précises et définies. Et tous ceux que vous croiserez qui sont militaires vous l'expliqueront. D'ailleurs à ce sujet-là, lors de visites d'inspection ou même de revues, les sentinelles sont interrogées sur leurs conditions d'engagement. Et il n'est en aucun cas toléré. Expliquez ce qu'est l'opération Sentinelle peut-être. Alors l'opération Sentinelle, c'est tout simplement le quadrillage de la France par les régiments pour protéger contre le terrorisme. Voilà, c'est tout simplement ça. L'opération Sentinelle, c'est la protection de la population. C'est ce qu'on appelle le vigipirate. Voilà. Sauf que là, il y a un nouveau nom, c'est Sentinelle. Donc c'est la protection des populations avec des règles d'engagement bien précises. Alors c'est sûr que les communes qui en bénéficient ont été particulièrement heureuses de voir des taux de criminalité ou de délinquance baisser. C'est dissuasif. C'est dissuasif, mais en même temps, ce qui est très important, et ça c'est ce qui contribue sur d'autres thématiques que nous souhaiterions également aborder avec vous, c'est aussi, ça renforce le lien armée-nation, parce que là, la population, concrètement, voit l'engagement de ces militaires sur le territoire national, pour lequel il y a des fois souvent, et c'est souvent le cas, des délicates attentions de commerçants qui offrent des cafés, qui offrent différentes choses, et qui observent justement que ces hommes font de manière très professionnelle, exercent leur profession et leur procurent la sécurité nécessaire à l'exercice de leur métier. D'accord. Le budget de l'armée équivaut à 37,5 milliards d'euros. Oui. Pour donner un ordre d'idée, celui de l'éducation nationale est équivalent à 53 milliards d'euros. Bref. Il est en légère augmentation. Enfin, quelles sont les tendances qui font qu'on a besoin d'augmenter le budget de l'armée? Alors le budget militaire, il est sujet à critique régulièrement, mais il faut savoir une chose, c'est que notre armée est en train d'opérer une modernisation de ses équipements. Alors, ce qui veut dire des équipements plus chers, des équipements maintenant que l'on oblige à ce qu'ils soient interopérables. Je m'exprime, il faut qu'il y ait une parfaite communication entre la terre, la mer et l'air. Voilà, donc ça a des coûts non négligeables. Autre aspect qui n'est pas mentionné, mais qui est la clé de voûte de la réussite de ce nouvel équipement, c'est la formation du personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le personnel doit être formé avec des formations longues, mais également des possibilités d'entraînement à tir réel.
Les Américains disent entraîner comme si vous alliez combattre. Or, depuis quelques années, avec la réforme générale des politiques publiques de 2008, il y a eu des fermetures de régiments, mais également il y a une surtension des unités déployées en opération, puisque les régiments étant moins nombreux, les rotations, on va dire, à l'étranger ont été plus nombreuses pour ces régiments, sachant qu'entre-temps est arrivé les événements que nous connaissons tous, qui a déclenché cette opération Sentinelle suite aux attentats de Paris et ainsi de suite, où là finalement le cycle opérationnel a été entamé, puisque le cycle opérationnel nécessite une préparation à combattre, une validation pour ce combat, mais également après il y a ce qu'on appelle la remise en condition, c'est-à-dire que les soldats, il faut leur laisser des permissions pour justement se reposer. Et dans la foulée, ils se retrouvent à repartir sur le terrain, soit avec du sentinelle, soit avec des exercices de manœuvre, et puis le cycle que moi j'ai connu à 4x4 mois, il est complètement perturbé. Vous avez des fois dans l'année des personnes qui font, il peut arriver dans certaines spécialités 2 opérations dans l'armée. Donc imaginez, ça fait 8 mois d'absence pour les familles. D'accord. Si je résume à peu près ce qui occupe en grande partie aussi ce budget de la défense, c'est pas forcément dans l'ordre. Vous disiez en préparation de l'entretien, c'est un bon quart rien que pour avoir notre dissuasion nucléaire. Tout à fait. Un quart du budget de la défense est dédié à la dissuasion nucléaire, juste pour la maintenir. Elle est nécessaire aujourd'hui. Elle est nécessaire. Alors, pour dire à nos téléspectateurs, ce qui est important de leur souligner, c'est une phrase, je crois, du président Nixon. On n'a pas le même ton lorsqu'on discute avec une puissance détentrice de l'arme atomique que celle qui n'en a pas. C'est ainsi, je ne juge pas. Un quart nucléaire, pour le reste, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais vous disiez une grosse partie dédiée à la lutte contre le terrorisme, que ce soit en opération extérieure ou l'opération Sentinelle. Alors le budget opération, qui explose, puisque nos armées sont maintenant déployées à l'étranger. D'ailleurs, pour supporter ce coût, il faut savoir que la France est bien sûr membre du Conseil de sécurité de l'ONU, donc elle a aussi cet impératif de déployer et de mettre à disposition ses forces au profit de cette organisation internationale, il faut le savoir. Et bien sûr, il y a l'OTAN, ne l'oublions pas. À part lutte contre le terrorisme, dissuasion nucléaire, quels sont les autres gros postes de dépenses? Gros postes, oui, voilà. Il y a l'entraînement, la formation surtout du personnel, c'est une part non négligeable, puisque on se retrouve aujourd'hui avec du matériel particulièrement moderne, qui exige des formations pointues. Donc l'utilisation de simulateurs, mais la simulation ne remplacera en rien l'utilisation du matériel, ça il ne faut pas l'oublier. La Russie a récemment dit au grand public qu'elle avait mis au point l'arme avant-garde, donc le missile hypersonique. Quelles sont les implications géopolitiques de ce développement ? Alors, implication géopolitique, c'est peut-être pas tout à fait le terme. En revanche, ça va redéfinir toute la tactique et la stratégie militaire. Alors, dans un premier temps, en début d'année, il y a eu un audit. Il faut savoir que les États-Unis sont en train de construire un porte-avions, le Gerald Ford, qui vaut à peu près plus de 7 milliards de dollars quand même. C'est un des porte-avions les plus chers qui embarque toutes les dernières technologies. Et puis donc il y a eu un audit quand même de la commission de défense du Congrès. Donc ça c'est important. Et le sénateur King a posé la question à l'amiral Gilday, donc qui est le commandant de la flotte américaine. Voilà, vous avez donc un missile hypersonique qui part de Pékin, qui va tout droit sur votre porte-avions. Ça c'est pas une trajectoire parabolique prévisible, non. Voilà. Ça va redéfinir. Ce qu'il faut retenir, c'est que le missile hypersonique, c'est du 13 000 km/h. Donc en 20 secondes, en 20 minutes, entre guillemets, entre le moment où il part et le moment où il détruit votre... Il n'y a aucun antimissile qui puisse... Alors pour l'instant, les Américains, semble-t-il, ont déployé, ça y est, ont une réponse. Parce que ça a bien sûr bousculé leur plan. Il faut savoir que sur ces questions défense, alors LinkedIn regorge d'articles sur la question, que je vous invite à lire. Mais également, il faut se méfier du sensationnel. C'est moderne, mais c'est pas forcément au point. D'accord. Ça, il faut le retenir parce que vous avez quand même des pays. Alors, il faut savoir que la stratégie de domination, elle est vieille comme Hérode. C'est ancien. Je peux donner un exemple concret. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, au moment de l'entrée en guerre contre l'Afghanistan en 2001, étaient la seule puissance nucléaire et militaire, avec son armée de l'air à frapper n'importe quel pays dans le monde en tout temps et en tout lieu. C'est très important. Ce qui leur permettait cet aspect, donc c'est un petit peu ce que disait Richard Nixon dans les années 70 avec le porte-avions, c'est la paix par la peur. Voilà, ça c'est l'arme nucléaire, c'est la définition qu'il en a fait. Donc en fait ça voulait dire que si le pays n'était pas équipé d'une défense aérienne de survol de son territoire, il était forcément soumis. Au moment où
Bush, le président Bush, pardon, pas George, mais son fils, en a parlé, c'était sérieux. Ça a eu un impact non négligeable, puisque les Russes se sont posé des questions, mais également d'autres armées modernes. Quand on voit aujourd'hui l'armée israélienne qui est capable de porter des coups dans l'espace syrien ou libanais, la preuve en est que ce sont des pays qui disposent d'une défense, entre guillemets, sol-air réduite. Aujourd'hui, c'est plus le cas en Syrie, il faut le savoir, il faut l'autorisation maintenant des Russes pour survoler. Mais en ce qui concerne ce que vous évoquez, c'est très important de se dire que les Russes sont en train, de manière astucieuse, les armées occidentales vont être obligées de redéfinir leur stratégie face à cette nouvelle menace. Il faut le prendre en compte. Très bien. Ça redistribue les cartes sans forcément donner les mêmes atouts. D'accord. Et ça, c'est une donnée, on parle de géopolitique, comme vous m'interrogez. Il faut la prendre en compte parce que ça va avoir des impacts. Aujourd'hui, les puissances qui pensaient avoir assis leur autorité sur ces postulats sont complètement reconsidérées. Très important. À suivre, en tout cas, de ce que je comprends, c'est une nouvelle course aux armements. Évidemment, j'aurais aimé qu'il en soit différemment, mais... Alors, la course oui, c'est une course aux armements, mais qui peut peut-être aussi aboutir à une course à la paix. C'est-à-dire ? Course à la paix, parce que regardez, actuellement, vous m'avez évoqué le conflit syrien. Moi, j'ai la chance de vivre également sous ces latitudes que le Moyen-Orient. Actuellement, au jour où nous sommes en train de faire notre entretien, il y a une opération en cours à Idlib, donc qui est une ville syrienne qui est attaquée par les forces turques. Mais il faut savoir que ce ne sont pas des forces turques, mais des groupes terroristes. Donc, répondre face à cette menace, la Russie et la Syrie en opération combinée pour éliminer la menace. Donc finalement, on s'aperçoit que, la devise latine, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est cette menace, et quand cette menace est pesante, la partie adverse y réfléchit. Mais en revanche, ce qui est intéressant de voir par rapport à notre réflexion, c'est qu'aujourd'hui, même les armées modernes sont exposées à une dominante qui s'appelle le terrorisme. Et là, pour laquelle, pour l'instant, elles n'ont pas de réponse. Absolument. Merci pour tous ces éclairages. On va parler de géopolitique du pétrole. Oui. J'ouvre une question par hasard, peut-être. Enfin, je crois comprendre que 30% de l'approvisionnement pétrolier mondial passe par le détroit d'Ormuz. C'est à peu près ça le chiffre. Oui, alors depuis... Allez-y. Enfin, la question étant, y a-t-il vraiment un risque que ce détroit soit fermé et qu'on voit un effondrement mondial de l'économie, et pas seulement de l'économie, mais de la chaîne agroalimentaire ou que sais-je. Oh là, alors la chaîne agroalimentaire, on parlait de pétrole, donc on va pas non plus... Alors, ce qu'il faut retenir... Avec 30% de moins, c'est difficile de faire circuler les camions, de faire rouler les tracteurs, etc. Le prix s'envole. Mais est-ce qu'on est si dépendant que ça de ce lieu de passage ou pas? Pour faire une réponse de manière assez précise, le détroit d'Ormuz, en effet, est un verrou stratégique, tout comme la Corne de l'Afrique, où là passent tous les conteneurs pour approvisionner les pays européens et d'autres pays. Ce qu'il faut retenir, en revanche, le détroit d'Ormuz aujourd'hui a été, on va dire, étudié par les pays de la région. Il est donc contourné. Donc il y a des oléoducs, il y a des infrastructures, il y a des routes. Bon, pas de chemin de fer parce que c'est pas tellement le cas, mais il y a des routes. Mais en revanche, ce qui est intéressant d'observer, c'est que le contournement du détroit d'Ormuz ne peut fonctionner qu'avec des accords internationaux entre les parties prenantes. Quand on regarde la géographie du détroit d'Ormuz, bien sûr, on pense au sultanat d'Oman, et en face, on pense à l'Iran. L'Iran, qui actuellement monopolise l'attention de la communauté internationale, est un pays en crise, mais qui en même temps dicte sa loi. Parce que le régime des mollahs a suffisamment de réversibilité pour surprendre encore tout le monde. Mais pour combien de temps? En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, il faut savoir que vous avez aussi des pays qui ne s'entendent pas forcément avec un acteur incontournable qui est l'Arabie Saoudite. Je prends le cas du Qatar. Le Qatar est isolé. Donc le Qatar est isolé, mais pour exporter son pétrole, il est obligé de trouver des accords avec... malheureusement, il ne peut pas passer par l'Arabie Saoudite parce que depuis l'arrivée du prince Mohammed Ben Salman, les relations sont compliquées. Il y a des querelles légaux, sur fond de querelles légaux, mais en même temps, le Qatar a trouvé des astuces où il est obligé il y avait des projets qui ont été de réelle réalisation, de faire des oléoducs entre l'Irak, la Syrie, pour déboucher sur la Méditerranée,
tout simplement pour exporter le pétrole dans cette région-là. Donc la logique du détournement du détroit d'Ormuz existe bien. Maintenant, elle nécessite de parfaites ententes entre les pays membres de la région, donc ce qu'on appelle les pays du Golfe, les GCC countries, où là c'est important. Côté iranien, il y a la même chose, il y a aussi des axes qui sont entre l'Iran et le Pakistan. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous voulez, la réponse entre guillemets, entre frères ennemis, a aussi sa réciproque. Quels sont les autres grands enjeux de la géopolitique du pétrole ? Alors, le pétrole, pour l'instant, a toujours de beaux jours devant lui. C'est une richesse incontournable encore, parce que nous, au niveau technologique, nous sommes en pleine transition. On est en train de passer de la voiture thermique à la voiture électrique, même l'hydrogène, on parle maintenant beaucoup de l'hydrogène. Mais en même temps, le pétrole, il ne faut pas oublier, ça reste la ressource précieuse des pays émergents. Mais les pays émergents, quand vous prenez des pays comme l'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est, ou même d'autres grands pays comme le Brésil, et consorts, ils ont besoin de cette ressource. Et forcément, ils vont avoir besoin de l'aide de notre appui militaire, principalement. Et même les pays arabes aussi, pour exporter, ils vont avoir besoin de notre aide. Parce que sans notre présence, la situation est tellement volatile et réversible que ça peut aboutir à des conflits. Le pétrole reste encore un enjeu, y compris pour les pays industriels comme les nôtres, puisque aujourd'hui, nous sommes en pleine transition. Vous regardez, on parlait de géopolitique et des conséquences sur notre quotidien, nous les avons en direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le particulier, lorsqu'il veut acquérir un véhicule électrique, à l'heure actuelle, c'est très compliqué parce que c'est encore trop cher. Un, il y a un problème de coût, et deux, il y a aussi le fameux problème de l'autonomie et du recyclage des batteries, puisque les batteries, elles vont être recyclées sur notre territoire. Que voulez-vous dire par le pétrole a de beaux jours devant lui ? On a des retours, des données de l'AIE, donc Agence internationale de l'énergie, qui font état du fait que la production de pétrole de roche mère des États-Unis, donc on va dire le pétrole dit non conventionnel, va devoir significativement augmenter pour compenser le déclin du pétrole dit conventionnel, pour faire simple, pétrole facile d'Arabie Saoudite, etc. On a reçu il y a quelques semaines Pierre Accard aussi, géophysicien du pétrole, travaillant chez Equinor. Alors certes, il y en aura encore pour des siècles du pétrole, la dernière goutte n'est pas pour demain. Il y aura une longue queue qui s'étale sur on ne sait combien de temps. Le problème, c'est un monde dont des pays émergents sont encore loin d'avoir atteint leur plein développement. La consommation mondiale, ou du moins la demande mondiale, va continuer d'augmenter au moins de 1% par an, alors qu'il se peut que la disponibilité de la ressource diminue. Donc certes qu'il est de beaux jours devant lui, mais est-ce qu'il sera disponible dans les quantités souhaitées ? En fait, alors, si on reprend la devise, ce qui est rare est cher. Donc forcément, à un moment, le prix du baril va exploser. Est-ce que les économies mondiales peuvent se permettre de payer un baril cher sans s'écrouler aussi ? Est-ce qu'on peut durablement en France se payer un baril à 100, 150 Alors moi je pense qu'il faut réétudier les propos de l'ancien directeur de la société Total, qui était Pierre Marjorie. Très intéressant, puisqu'il avait évoqué cette hypothèse qui à un moment s'est vérifié, puisque lorsque le prix du baril a atteint les $100 il y a peu de temps, ça a été vérifié. Donc ça a nécessité, y compris pour les groupes pétroliers. Quelle hypothèse a été vérifiée, pardon ? C'est-à-dire notre dépendance au pétrole, et surtout un coût du baril, c'est-à-dire que les économies actuellement occidentales ne peuvent supporter un coût du baril supérieur à X $. Je suis d'accord avec ça. Alors, il y a un argument qui dit mais le coût du pétrole, c'est 3-4% du PIB. Je dis, effectivement, ça laisse penser que s'il double, on n'a qu'à se serrer les coudes et se cotiser, et ça pèsera que 5-6% du PIB. Quelque chose me dit que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a des effets de seuil qui font que le prix du baril est trop élevé, que le transport aérien commence à tituber, que l'industrie agroalimentaire commence à trembler, etc. Tout tremble, en fait, tout tremble, puisqu'il faut acheminer forcément. Le prix du pétrole a un impact. Regardez quand le prix du pétrole était au-delà des $100, regardez l'adoption du comportement de nos citoyens en France. Ils sont revenus à des moyens traditionnels, ils ont préféré privilégier les transports en commun pour ceux qui le peuvent, et puis également à complètement changer leur comportement de consommation du pétrole. Et c'est-à-dire que la voiture est devenue vraiment un loisir. À tel point que ça a eu des conséquences énormes, où de plus en plus d'anciens propriétaires de voitures ont décidé de devenir locataires. C'est-à-dire
location avec option d'achat maintenant devient privilégiée. Les constructeurs l'ont bien compris, d'ailleurs c'est ce qui se propose maintenant de plus en plus au niveau des voitures électriques. Le but c'est qu'il y ait une forme d'accession à l'objet, vous voyez. Et ça c'est important. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en France, on parle de voitures électriques, mais c'est un peu un miroir aux alouettes, puisque notre parc nucléaire a 40-45 ans et qu'il faut renouveler maintenant, l'entretenir. Et donc les coûts de production d'énergie électrique vont exploser. Il faut savoir que sur Paris, l'infrastructure n'est pas équipée en termes d'obsolescence pour accueillir toutes les voitures électriques qui seraient prévues sur Paris. Ça, il faut le prendre en compte. L'infrastructure, il y aurait entre guillemets un gros courju qui ferait une panne générale avec des risques incendies, comme on a pu le voir sur des postes de transformation il y a encore peu de temps du côté de la rive gauche. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur la déployabilité à très grande échelle du véhicule électrique, mais je ne m'appesantis pas là-dessus. Mais il y a quand même des questions de disponibilité des métaux, de possibilité à produire beaucoup d'électricité en plus. Enfin, mais bon. Alors, il y a surtout, alors pour faire court sur cette question-là, il faut prendre en compte, certains spécialistes ont avancé que l'empreinte carbone de l'électrique était supérieure au thermique. Mais beaucoup de débats, là, c'est source à débat. Mais comme on dit, nous n'avons pas suffisamment assez de recul pour pouvoir se prononcer. Voilà, je suis quasi intarissable sur le sujet, mais pour une autre fois. Alors, pour clore sur cette question du pétrole, Daesh. L'État islamique, oui. Alors, l'État islamique, en fait, c'était ce qu'on appelle une structure qui était un proto-État. Donc il y avait Alors, il faut savoir que pendant l'occupation, au plus fort de sa puissance, l'État islamique, ou Daesh, ou tout ce qu'on veut, avait quand même la taille de l'Angleterre, en termes de superficie, donc ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, leurs sources de revenus. Leurs sources de revenus étaient diverses. Il y avait des ressources agricoles, puisqu'ils avaient en moyenne 70% d'agriculture irakienne, premier point, mais à peu près 80% de la production de pétrole irakienne, sachant que l'Irak est parmi les premiers producteurs de pétrole en termes de quantité. D'accord. Qui sont les clients ? Les pays occidentaux. Alors, ça peut surprendre certains, et pour ne pas dire européens, mais ça ne faudra pas qu'on le dise trop fort, puisque les raffineries étaient détenues par l'État islamique qui en faisait commerce avec la complicité de la Turquie. Donc les camions faisaient des allers-retours entre la Turquie, la Syrie et l'Irak pour aller livrer en Europe. Bien sûr avec des prix de contrebande, donc c'était forcément moins cher que le circuit classique, mais cela permettait quand même de grosses rentrées d'argent dans le fameux proto-État qui était l'État islamique. Il faut aussi rajouter, donc je vous ai parlé du pétrole, vous y ajoutez l'agriculture, mais également la production de coton, le coton syrien étant d'excellente qualité. Les ateliers de manufacture se sont déplacés en Turquie, à la frontière. La main-d'œuvre était gratuite, c'était les réfugiés. Donc voilà, l'économie de Daesh et bien sûr le racket. Alors, ça va de la détention d'otages, voilà. Mais ça, sur cet aspect, ou même du blanchiment d'argent, puisque vous savez qu'il y a eu des entreprises qui ont été on va dire, où il a été démontré de la connivence avec l'État islamique pour exercer leurs activités. Mais ça, je n'en parlerai pas parce qu'il y a des enquêtes en cours et cela concerne la justice. Très bien. Donc, voilà. Merci Manuel sur ces éclairages sur le pétrole. On va parler de crise de réfugiés, avec plusieurs cas dont vous êtes familiers. Prenons d'un côté peut-être la Suède, avec des problèmes qui se déclarent. Après, ça pose d'autre part des questions de vivre ensemble. Vous êtes vous-même témoin de ce qui se passe à Évry, où par davantage de dialogue, les choses se passent plutôt mieux. Enfin, Évry est un exemple du dialogue intercommunautaire, il faut le savoir, puisque ici sur Évry, il y a la présence d'une mosquée, d'une synagogue, derrière nous d'une cathédrale et d'un temple bouddhiste. Voilà, donc c'est vraiment l'exemple même de... Il faut dire aussi que ce débat-là est surtout animé par le charisme du maire, qui est, à l'époque, avait commencé avec Jacques Guyard, notre ancien député sur Évry, et qui s'est poursuivi avec Manuel Valls, et aujourd'hui le maire actuel d'Évry, Francis Chouat. Donc ça, c'est important. Maintenant, en ce qui concerne les réfugiés, il faut savoir une chose, il faut chasser de l'esprit de nos auditeurs, ils sont partout en Europe, c'est faux. Dans un premier temps, les réfugiés ont une préférence culturelle, donc ils vont chercher refuge dans les pays limitrophes, avec des conséquences énormes pour ces pays limitrophes, avec des risques communautaires avérés.
Alors, il faut savoir qu'un réfugié, ça a dans ses bagages une famille, mais également des croyances, des savoir-faire, des métiers. Et puis aussi des relations internationales. Donc, ce qui s'est passé, cette fameuse crise des migrants qui ne fait que commencer, ne l'oublions pas, a des conséquences aujourd'hui en Europe. Alors, les conséquences sont les suivantes. D'abord, il y a une forte mise à l'épreuve de la candidature de ces personnes au statut de réfugié, où aujourd'hui, les États sont obligés de développer des stratégies d'écoute et également de vérification, parce que la plupart du temps, les registres d'état civil ne sont pas aussi bien organisés que chez nous. Donc il y a un problème, entre guillemets, d'origine et ce serait horrible à dire, mais de traçabilité, malheureusement. Dans un second temps, s'ajoutent aussi des problèmes communautaires, puisque ces gens-là sont accueillis sur nos territoires, en centre de rétention, où les personnes... Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, l'exemple allemand. Alors, il faut savoir que Tempelhof, à Berlin, est l'ancien aéroport, où il y a un des plus grands centres d'Europe d'accueil des réfugiés. Ces réfugiés sont donc accueillis. Il aurait proposé des formations à la langue allemande, mais également un accompagnement pour l'obtention des papiers. Ce qui est intéressant, la stratégie allemande en ce qui concerne l'accueil est très intéressante, mais elle a aussi certaines limites. Alors dans un premier temps, en termes d'intérêt, l'accueil permet d'avoir des personnes réfugiées qui parlent allemand et qui donc accueillent leurs compatriotes et qui en même temps donnent du renseignement aux autorités allemandes, avec des points particuliers sécuritaires, puisqu'aujourd'hui on entend parler qu'il y a des terroristes qui profitent des afflux, etc. Donc ça c'est le premier point, puisque bien sûr l'Allemagne est réputée pour des méthodes particulières d'interrogation, et ce qu'il faut retenir, selon le principe américain du renseignement, lorsqu'une population est en confiance, elle donne de l'information. Donc forcément elle va dénoncer la personne qui n'est pas le bon réfugié, entre guillemets. C'est-à-dire la personne qui risque de présenter des risques terroristes, parce que c'est ce qui préoccupe. Aujourd'hui, on parlait de Suède, on parle aussi du Danemark. Ces pays ont privilégié l'accueil. Alors au début, il y avait quelque chose qui était caché, c'est-à-dire en termes économiques, où ces personnes-là étaient accueillies dans le cadre éventuellement de subvenir aux besoins de ces pays qui sont en manque de renouvellement de la population, puisqu'ils ont un taux de natalité particulièrement bas. Or, le problème qui s'est rapidement posé, c'est que la plupart du temps, les personnes qui ont eu la capacité de se déplacer sous nos latitudes sont forcément des intellectuels ou des personnes qui ont des moyens financiers dans leur pays d'origine. Donc ce sont forcément des professions à haute valeur, avec haute qualification. Et malheureusement, on leur propose en échange des responsabilités moindres. Donc forcément, au regard des opérations en cours, ce qui a été constaté au Liban la semaine dernière notamment, ces personnes réfugiées, lorsque la région est libérée, ils font le chemin inverse et retournent dans leur pays. Ce qui est le cas. Alors, ce n'est pas sans intérêt, attention. Ce n'est pas sans intérêt, notamment au niveau des Allemands, puisque les Allemands, avec les Kurdes, l'accueil des Kurdes, beaucoup de Kurdes sont revenus sur Erbil pour la reconstruction de leur ville. D'accord. Mais également aussi ils sont revenus avec la sensibilité à la culture allemande et l'offre allemande. Donc forcément pour les entreprises allemandes, avantage, un prépositionnement et également des liens qui ont été conservés aussi avec les familles qui la plupart du temps sont aussi des personnes avec d'excellents revenus. Voilà. D'accord. Donc c'est une stratégie, il faut savoir, qui a été également observée. Alors peu de personnes le savent, au moment du conflit yougoslave, où dans mon cercle personnel, j'ai des personnes qui ont accueilli des réfugiés de Sarajevo, qui ont gardé le contact et qui aujourd'hui font des affaires avec la Bosnie-Herzégovine. Voilà, comme quoi, sachant que, alors aujourd'hui avec la mondialisation, l'accès à l'information, ces gens-là ont également les mêmes pratiques que chez nous. Ils connaissent le numérique, ils savent se renseigner. D'autres questions, comparaison, il n'y a rien à dire. Très bien. Une question qui va être liée à celle des déplacements de population, c'est celle de la géopolitique de l'eau. Oui. Je vais vous faire réagir à un principe très général qui est que les pays amont, donc on va dire en amont d'un fleuve, utilisent l'eau pour avoir du pouvoir, les pays aval utilisent du pouvoir pour avoir de l'eau. Ce principe, il peut s'appliquer, j'imagine, au cas de la Turquie et de l'Irak. Tout à fait, oui, c'est le cas. Oui, dans ce que vous évoquez, c'est tout à fait le cas. Pour réagir de manière très concrète, les Phéniciens avaient un proverbe, toute richesse vient de l'eau.
Et d'où des fois la compétition entre les pays, entre ceux qui sont en bordure de mer et ceux qui sont à l'intérieur des terres. Où là, vous avez des accords obligatoires, sans quoi les deux peuvent péricliter. Faut le savoir. Alors pour ce qui est de la Turquie et de l'Irak, en effet, la Turquie a souhaité pour le Tigre et l'Euphrate construire des barrages, donc pour améliorer le quotidien des populations qui sont dans ces régions, avec la frontière syrienne. Et éventuellement la frontière irakienne, qu'on soit bien d'accord. Mais la Turquie est le pays amont dans cette Tout à fait. Là, c'est le pays amont, oui, précisons-le. Oui, c'est donc, le pays en construire amont. des barrages gêne le pays aval. C'est ça. Donc le pays aval, finalement, il va se retrouver avec un filet d'eau. Mais en revanche, la Turquie a quand même des accès à la mer. Mais le jour où elle est bloquée, puisque ça peut être aussi un pays de transit avec le Caucase, qui se trouve complètement à l'est, aura sûrement besoin de l'Irak pour, dans les projets, organiser son influence, puisque c'est une puissance régionale non négligeable. Quand on regarde la géopolitique du Moyen-Orient, il ne faut pas oublier que vous avez quand même des puissances importantes. L'Arabie Saoudite, l'Iran, la Syrie, la Turquie, et ne l'oublions pas, Israël. Un pays qui joue le rôle d'entremetteur pour arbitrer le sultanat d'Oman, qui récemment a été mis à mal suite au décès du sultan Qaboos, mais aujourd'hui qui retrouve son rôle géopolitique et diplomatique, puisqu'il faut le savoir, le sultanat d'Oman, et ça peut être intéressant pour vous à étudier lors d'une prochaine émission éventuellement, est un pays qui a peu de pétrole, voire pas du tout, mais qui annonce déjà la transition économique du Moyen-Orient, c'est-à-dire le Oman mise sur l'éducation et les biodiversités, notamment des fonds marins, avec des spots touristiques et des visites de personnes qui pour le moment restent confidentielles, et bien sûr l'industrie de la pêche. Donc voilà, là on a le cas du pays arabe qui n'a pas de pétrole mais qui a d'autres atouts. Et ça c'est inspirant pour les autres États. Dubaï aussi a déjà amorcé ce genre de transition en attirant beaucoup de business, services professionnels à haute valeur ajoutée. Oui. C'est aussi un exemple typique de, on va dire, cité-État dans un mode de vie très exubérant, qui dépend effectivement, une vie un peu hors sol, qui dépend pour son approvisionnement en eau, j'imagine, de dessalement de l'eau de mer, qui est très énergivore. Enfin, parce qu'il n'y a pas un peu quand même cette vie hors sol qui est un peu déconnectée de la réalité des ressources. Alors, croyons que tout est gratuit jusqu'au jour où c'est tout à coup moins gratuit et on n'a pas préparé le coup. Il faut savoir que, ça peut faire sourire certains de nos téléspectateurs ou ceux qui nous écoutent. Il faut savoir qu'à Dubaï, l'eau est plus chère que le pétrole. Mais l'homme ne boit pas de pétrole, que je sache. Bon, il y a déjà un premier enjeu. Ensuite, depuis une semaine, les prix de l'immobilier à Dubaï sont en train de se casser la figure. Ah oui. Alors, il y a la menace, on parlait du Golfe, on parlait du détroit d'Ormuz. Là, voilà, ils sont exposés à la menace iranienne. Place forte, alors justement, place forte, parce que ce qui s'est passé, c'est que, moi étant libanais, Beyrouth était la Suisse du Moyen-Orient jusque les années 70 avec le déclenchement de la guerre civile en 75, et c'est Dubaï qui a pris le relais. Sauf que Dubaï est enfermé dans cette espèce de nasse qu'est le détroit d'Ormuz. Donc pour les affaires, c'est pas le top, même si aujourd'hui beaucoup de transactions se font de manière électronique. Mais ne l'oublions pas, l'Iran est aussi réputé avec ses fameux hackers. Donc ça, c'est pas non plus négligeable. D'ailleurs, on a eu des attaques sur des entreprises françaises et allemandes ces derniers temps. Des cyberattaques, ça faut le prendre en compte. D'accord. Donc l'aspect place forte financière de Dubaï va forcément se minimiser. Mais le problème, c'est que Beyrouth voudrait retrouver ce rôle, puisque c'est ouvert sur la Méditerranée, donc je traduis sur l'Occident. Pour le moment, la révolution en cours au niveau du Liban n'a toujours pas trouvé d'issue. Donc tant que cette situation-là au Liban perdure, malheureusement, la population libanaise, ou même l'État libanais, ne trouvera pas l'équilibre, même si déjà au large, on a trouvé des gisements de pétrole. Ce qui prédit un bel avenir, mais le Liban doit aussi lutter contre ces clivages ethniques et religieux. Il y a quand même 18 communautés qui cohabitent. Est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore et on prononce un terme qu'on a soigneusement évité jusqu'à maintenant, qui est le conflit israélo-palestinien, le rapport par rapport à la question de l'eau et ce que ça signifie pour la France? Alors, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, il s'est invité dans la construction d'Israël en 1948 avec l'indépendance. Mais ça, on ne va pas revenir dessus, parce que ce sont des personnes, en fait, ce sont des peuples qui sont condamnés à s'entendre.
Alors ils sont condamnés à s'entendre parce qu'ils partagent, Yitzhak Rabin l'avait dit, nous sommes condamnés à nous entendre parce que nous partageons la même terre. Et il n'y avait pas plus belle déclaration avant son assassinat. Et en fait, en ce qui concerne, c'est vrai que les sous-sols de la Cisjordanie principalement regorgent d'eau, tout comme les sous-sols du Sud-Liban, où pendant l'occupation du Liban par Israël, il y avait quand même des possibilités de s'approvisionner en eau. Alors, en ce qui concerne Israël, il faut savoir que c'est un pays prometteur, et il faut le dire, très inspirant en ce qui concerne l'eau. C'est le seul pays, un des rares pays au monde, à être capable de végétaliser un désert. Et ça, il faut le prendre en compte. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'Israël a trouvé avec ses États voisins, principalement aussi la Jordanie, des accords pour domestiquer le Jourdain et faire en sorte qu'il devienne une réserve d'eau. On a observé ces derniers temps un rétrécissement très inquiétant de la mer Morte, avec le réchauffement climatique, certes, mais en ce qui concerne les relations entre Israël et la Palestine, alors c'est très délicat parce que bien sûr au pouvoir ce sont des organisations qui sont complètement politiquement différentes de chez nous, qui suscitent beaucoup de débats, sur lequel je ne souhaite pas intervenir parce que c'est un sujet épineux, mais en revanche qui a des conséquences en France. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. C'est vrai qu'en France, la position d'Israël a toujours été très délicate. La relation avec Israël a toujours été très délicate. Autant c'est un pays qui a été sauvé de justesse à son indépendance au moment où les pays arabes se sont associés pour éventuellement rayer Israël de la carte. Mais encore aujourd'hui, ça a des conséquences importantes en ce qui concerne les relations entre Israël et la France, et également, même en France, au niveau des entreprises, parce que malheureusement, des entreprises qui sont aussi israéliennes en France ont beaucoup de mal, pour certaines, je dis bien pour certaines, à trouver des marchés. Et malheureusement, arrive le sujet brûlant que l'on connaît bien, c'est le fameux antisémitisme qui est encore présent dans notre pays. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, c'est une transition qui ne s'est pas encore faite dans les esprits des gens, et qui est malheureusement entretenue par des populations qui s'ignorent et qui ne se connaissent pas suffisamment. Israël ne communique pas, et c'est bien dommage. Seuls les spécialistes le savent sur le nombre d'enfants palestiniens qui sont sauvés dans les hôpitaux israéliens. Ils n'ont pas la ressource pour les soigner. Ils sont soignés en Israël. Et ça, peu de gens le savent. Comme disait Napoléon III, les gens qui savent parlent peu. Voilà. C'est une donnée importante qu'il faut communiquer à nos téléspectateurs. Merci pour votre réponse globalement diplomatique. Finalement, il n'y avait pas tant que ça une boîte de Pandore. Après, sur ce sujet, quoi qu'on dise, il y a des gens qui vont réagir avec véhémence, d'autres... Je ne sais plus où donner de la tête sur cette question. Oui, alors, pour rassurer nos téléspectateurs, il faut le voir avec un regard extérieur où justement les deux parties doivent cohabiter. Ils n'ont pas le choix. Ils sont, comme disait, je préfère les propos d'Yitzhak Rabin, ils sont condamnés à s'entendre et à créer cette paix. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a aussi des influences derrière tout ça. Il y a une influence américaine, il y a une influence occidentale, il y a une influence sunnite, il y a une influence chiite. Et c'est ça qui fait que ces deux peuples-là, ces deux populations, s'entretuent, entre guillemets. S'entretuent, oui, certes. Mais ce qu'il faut retenir, malheureusement, pour les entrepreneurs français, il faut savoir, et notamment internationaux, c'est très important à leur dire, vos relations commerciales avec les pays du Golfe ou les pays arabes, même Maghreb, ne pourront s'établir qu'en fonction de vos relations et votre degré d'implication avec Israël. Moi, je l'ai vécu lors d'une opération à l'étranger, où justement la France avait fait une erreur. Et le pays en question lui avait fait payer très cher cette erreur. Uniquement à cause de relations spécifiques avec Israël. Comme quoi la géopolitique intervient dans votre quotidien. Justement, c'est une transition parfaite vers la question des routes commerciales et en quoi la géopolitique influe le quotidien des entreprises, y compris françaises. C'est le dernier sujet qu'on va aborder là dans la dizaine de minutes qu'il nous reste. Route de la soie, les enjeux autour de ça, enfin... Alors l'itinéraire des routes de la soie, il faut savoir, ça fait beaucoup, donne lieu à beaucoup de dissertations sur les réseaux sociaux et les intérêts économiques. Alors, quand on observe la stratégie de la Chine, elle est quasiment unilatérale. Alors dans un premier temps, il faut savoir une chose, la bilatéralité sera toujours à l'avantage de la Chine. Alors j'explique très simplement.
L'itinéraire des routes de la soie nécessite une sécurité maximale, notamment sur le continent africain. Alors, il faut savoir que sur le continent africain, finalement, des puissances qui sont concurrentes vont être obligées de s'entendre. Je traduis. Actuellement, les anciennes puissances coloniales, la France, le Royaume-Uni et d'autres puissances nouvellement arrivées, États-Unis, Chine, Russie, vont être obligées de s'entendre pour la sécurité de l'acheminement, l'extraction de la ressource. De quelles ressources en particulier parle-t-on? Tout ce qui est minéraux, tout ce qui touche les ressources naturelles, grosso modo, on va de manière généralisée, mais tout ce qui est nécessaire à la fabrication de nos produits de consommation. On va dire ça comme ça. En revanche... venant spécifiquement d'Afrique, ou quel va être partout, le maillage partout. de ces routes de la soie? En fait, les routes de la soie, elles prennent un itinéraire qui, de toute façon, termine en Chine. Ça, faut le savoir. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Alors maintenant, il faut prendre en compte plusieurs choses. Alors, je vais intervenir sur différents aspects. Alors, il y a d'abord une sécurité importante. Alors, je précise, par exemple, le Moyen-Orient est sur les itinéraires des routes de la soie. Sans la sécurité, elles ne pourront se réaliser. Il faut savoir que l'objectif qui a été donné par le président Xi Jinping est le suivant. 2049, centenaire de la création de la République populaire de Chine, et objectif maximal, puissance numéro 1 mondiale. Donc la création des itinéraires des routes de la soie ont en fait plusieurs significations. Assurer à la Chine une espèce de soft power pour lequel elle va développer, elle développe les pays tout en les ruinant de manière un petit peu habile, puisqu'elles font financer leurs ports et leurs infrastructures par les pays bénéficiaires, sans forcément que la population soit bénéficiaire, ne l'oublions pas, mais en même temps, les itinéraires vont devoir être sécurisés, donc d'où le développement maintenant de forces chinoises sur le continent africain principalement, mais également elle va être obligée d'acheter une forme de paix sur les itinéraires. Quand vous avez des itinéraires qui passent par le Pakistan, le Népal, et ainsi de suite, c'est un itinéraire. Mais en même temps, il faut multiplier ces itinéraires, parce que si un itinéraire est bloqué, il vous faut un plan B, bien sûr. Forcément. Alors bien sûr, s'ajoute l'Europe. Le hub principal sera en Allemagne, donc ça passera par la Russie, etc. Donc il y aura une route nord. D'ailleurs, on remarque la stratégie chinoise, le rachat d'infrastructures en Italie, pour justement connecter ces infrastructures à ce projet. D'accord. Qui dit projet dit développement. Mais en même temps, qui dit développement dit participation des pays concernés, sans forcément avoir le retour de leurs investissements. Et c'est là une des premières limites à ce fameux projet des routes de la soie. Mais en même temps, l'impatience du président chinois, où là il est retardé. Regardez, aujourd'hui on a cette fameuse crise qui nous anime en ce moment, le coronavirus. Le coronavirus, il est perméable à tout ce qui est notion de frontières. Il traverse les frontières. On le voit avec les économies actuelles occidentales et asiatiques qui sont touchées. Mais pour en venir aux itinéraires des routes de la soie, il faut savoir une chose, c'est dans un premier temps un acheminement des matières premières vers la Chine qui sera lieu de transformation, et en itinéraire retour, les produits manufacturés en Chine à destination des économies mondiales, de l'économie mondiale. Européenne, asiatique, africaine, américaine. D'ailleurs, à ce sujet-là, on parlait de nouvelles routes. Jusqu'à présent, on parlait tout à l'heure de Corne de l'Afrique, rapidement, de détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la Chine et la Russie sont en train d'étudier le nouvel itinéraire qui va réduire la fameuse route de l'Arctique, qui aura une empreinte carbone non négligeable, puisqu'elle risque de détruire la biodiversité locale. Parce que carbone, biodiversité, quelle est la biodiversité qui existe en Arctique et les ours polaires. D'accord, ok, ça c'est une chose. Donc ça va être détruit. Le réchauffement, la fonte des glaces. Oui, d'accord. Mais le fait de créer l'itinéraire n'a pas une empreinte carbone particulièrement. Enfin, c'est plus pour l'instant, oui, mais en fait, si l'empreinte carbone maintenant, c'est qu'on demande aux bateaux de réduire leur vitesse de manière à ce qu'il y ait moins de dégagement de CO2. D'accord. Ça, faut le savoir. Là, on a demandé, et même actuellement, il faut savoir que les industriels des chantiers navals sont en train d'étudier. Maintenant, on remet au goût la voile sur les nouveaux bateaux. Alors, autant il y avait le turbo-voile avec Alcyone du commandant Cousteau avec qui on avait rayonné quand il avait lancé son bateau, alors que là, ça redevient la mode. Et en même temps, là, on a des bateaux maintenant qui vont avoir d'immenses voiles pour les tracter. Et la route de l'Arctique, en fait, il faut savoir, ça va réduire d'une semaine, actuellement c'est 3 semaines entre Shenzhen et la France, ça va réduire à 15 jours. Mais en même temps, il y a des enjeux stratégiques. Ça veut dire que tout le long de l'itinéraire, les Russes vont déployer des bases militaires pour s'assurer on va dire, de la sécurité des acheminements. Parce que vous vous doutez bien que dans l'Arctique, il n'y a pas
Il n'y a pas les pirates qu'on trouve dans le détroit de Malacca ou du côté de la Somalie. En revanche, ça oblige au Canada de déployer un système de défense sous emprise américaine pour assurer la sécurité des navires occidentaux qui transiteront dans la région. À l'heure actuelle, en Europe, il faut savoir qu'on a un pays qui sera très exposé, qu'est la Norvège, puisque ça va faire partie de la zone de descente et qui est limitrophe avec la Russie, il ne faut pas l'oublier. Donc là, vous voyez déjà au niveau enjeu stratégique et politique, cette nouvelle route de l'Arctique suscite des convoitises qui ne sont pas négligeables pour les Chinois. Sauf si, là, il y a quand même une limite, le coronavirus est en train de redistribuer les cartes au niveau de la manufacture, à l'air de rien. Puisque en Chine, les usines sont à l'arrêt. Les fournisseurs annoncent des délais d'une reprise de production au mois d'avril, sachant que ça risquerait d'être un peu plus long. Et en même temps, cela va obliger aussi, il y a d'autres problématiques. Souvent, on se plaint de la qualité des produits chinois. On a une main-d'œuvre chinoise qui augmente. Donc forcément, les pays qui faisaient manufacturer s'orientent maintenant vers des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, certes. Mais là, pour mettre en œuvre ces industries, il vous faut du personnel qualifié, ce qui est le cas, heureusement, dans ces pays-là. Mais à défaut d'un pétrole qui va baisser, on parlait de résilience, et il serait peut-être temps de commencer à songer à rapatrier l'outil économique en Europe. Peut-être, et puis j'ai envie de rebondir aussi sur cet exposé. Bon, vous évoquez tous ces méga-projets, route de la soie, route de l'Arctique, qui vont dans le sens, j'imagine, d'ici 30 ans, avoir doublé la taille de l'économie mondiale, peut-être plus pour la Chine. Chine qui est parmi les pays les plus exposés à l'effondrement climatique et environnemental, dont les sols, les cours d'eau, etc. sont très affectés, et qui est particulièrement pâtir du réchauffement climatique. Certaines études scientifiques estiment que la plaine nord de la Chine, qui abrite à peu près 400-500 millions d'habitants et qui est économiquement stratégique, risque de subir, on va dire dans la deuxième moitié du siècle, des vagues de chaleur insoutenables pour le corps. Donc là, on parle de là. Donc on a si encore on est dans une soi-disant démocratie à l'occidentale qui navigue à vue, qui regarde sur 2-3 ans maximum la prochaine élection, on peut imaginer pourquoi ça ne rentre pas dans le logiciel. Pour un gouvernement comme le Parti communiste chinois, qui, on se dit, doit quand même avoir un minimum de sens de l'anticipation, comment il réconcilie donc on accélère et en même temps la moitié parmi nous vont mourir. Enfin, qu'est-ce qui peut tourner dans leur tête? Alors, dans leur tête, c'est difficile à dire. De toute façon, les Chinois ont toujours des phrases adaptées, on va dire, à la situation, quand on cite les grands auteurs. Mais en même temps, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'actuellement, et là c'est un premier avertissement pour notre économie, il y a cette épidémie de coronavirus qui déjà démontre nos limites capacitaires et également chinoises, ça c'est le premier point. Sachant que ce n'est pas la première épidémie, il ne faut pas l'oublier, ça. Les journalistes nous font croire que c'est une forme de nouveauté, c'est faux. Il y a quand même eu d'autres foyers épidémiques en Chine. Premier point. Deuxième point, la Chine, il ne faut pas oublier qu'elle a aussi délocalisé son outil de production. Il n'y a qu'à voir la transformation de l'Éthiopie, qui devient l'usine de la Chine. Aujourd'hui, la paire de chaussures, elle est fabriquée en Éthiopie, elle remonte à Pékin, elle se fait tamponner Made in China et elle revient en Europe. Elle a traversé 2 fois la planète, mais en même temps, elle est toujours moins chère. Sachant que l'itinéraire Addis Abeba-Paris, c'est quand même plus court que faire Addis Abeba-Pékin, Pékin-Paris, même avec les nouvelles routes de la soie. Donc comme quoi, la Chine aussi diversifie ses lieux de production, notamment l'Afrique. Et on a, notamment dans le textile, des investissements chinois très conséquents en Éthiopie. Ce qui contribue au développement du pays, puisque vous ne pouvez pas développer des usines et des industries sans développer l'infrastructure. Les deux vont de pair. Parce que ça nécessite des camions, ça nécessite des ports en eau profonde, etc. Donc il y a toute une infrastructure qui est bien sûr souvent aux frais du pays d'accueil, mais également qui aujourd'hui, comme le pays d'accueil ne peut plus subvenir à son économie, parce qu'aujourd'hui il y a quand même en Chine un problème sécuritaire, c'est qu'il y a aussi maintenant des attaques contre les Chinois sur le territoire africain. Ça, il ne faut pas l'oublier, notamment auprès des ouvriers. Il y a eu des attaques qui ont été quand même sérieuses, et ce qui a obligé la Chine à développer une base militaire permanente à Djibouti, ce qui n'est pas rien. Et également, sous couvert des mandats ONU, à déployer son armée nationale sur le continent africain. Donc,
elle utilise l'ONU comme postulat pour déployer son armée, en disant on participe au mandat de l'ONU, mais en même temps, la présence chinoise est bien présente pour justement la construction des infrastructures dans les pays qui lui posent problème, où il y a un problème de sécurité. Vous voyez, c'est quand même très habile comme stratégie. C'est intéressant. J'ai du mal à y trouver une réponse à ma question, si ce n'est que, est-ce que la Chine pourrait, si des pans entiers de son territoire deviennent inhabitables, aller les déplacer là où elle se sera prépositionnée, enfin que sais-je. On peut lire dans certaines prospectives d'ailleurs publiques de certaines armées, enfin on mettra un lien d'ailleurs à une prospective de l'armée US qui étudie le risque d'effondrement non seulement de son armée mais de la société américaine à horizon 20 ans, probablement plus, mais à partir de 20 ans elle se pose vraiment ce genre de questions. Oui. Il n'y a pas de grands détails sur c'est quoi le plan, mais en tout cas elle lance l'alerte. Côté Chine, j'ai pas forcément vu ça, mais ça pose de vraies questions sur, dans un monde à plus 3, plus 4 degrés, 8 milliards d'habitants, peut-être 10 milliards en 2050, si on arrive jusque-là, c'est beaucoup. Oui, alors d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même une limite au niveau de la planète en termes d'absorption de population. Au-delà de 8 milliards d'habitants, ça devient très compliqué. Il n'y a pas de planète B, comme disent les spécialistes. En revanche, l'homme a des capacités, malheureusement, à gérer sa population. On peut le voir, notamment pour s'accaparer certaines ressources. On n'hésite pas à créer de la famine, on n'hésite pas à assécher les sols volontairement pour que ces populations se déplacent. Ça a déjà été fait plein de fois. Ça a déjà été fait plein de fois, mais c'est malheureux. Envers ces contre-populations. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que font la Chine, notamment dans la partie ouest, au niveau des Ouïghours, où il se passe certaines choses où pour l'instant personne ne rapporte. C'est l'opacité. C'est l'opacité la plus complète. Pour en revenir vraiment, pour répondre à votre question, moi je pense que de toute façon, la survivance des populations, on va s'organiser, et comme vous l'évoquez, avec les territoires désertiques, mais alors soit ils vont réussir à domestiquer avec les fleuves, ce qu'on était en train d'évoquer, ou alors ils vont devoir, entre guillemets, vous évoquiez tout à l'heure le réchauffement climatique et les déplacements de population, c'est-à-dire se déplacer, c'est-à-dire devenir nomade, c'est-à-dire on va assister à des mouvements de population qui à l'origine étaient sédentaires, à devenir nomades ou à se réfugier sous des contrées où justement ils peuvent bénéficier des ressources naturelles et de production d'alimentation et d'eau en conséquence pour survivre. Le terme de survie est ici évoqué. Mais la Chine, pour l'instant, en ce qui concerne sa politique de développement, il faut constater qu'elle est principalement unilatérale, d'accord ? Tout va vers elle, mais il faut dire aussi, nous on a aussi fait l'erreur d'aller tout vers eux. Dans les années 2001, on a délocalisé, regardez les entreprises qui délocalisent et qui se sont installées là-bas, sachant que ce sont des joint ventures, donc des associations d'entreprises qui sont toujours en défaveur de ceux qui vont là-bas. C'est toujours 51% pour les Chinois, 49% pour l'investisseur occidental. D'accord. Donc, entre guillemets, le perdant dans l'affaire, c'est toujours... il faut sous-peser un petit peu chaque donnée économique. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet, pour tous ces éclairages sur une diversité de sujets. Bravo d'avoir tenu quand même cette diversité de questions. Vous revenez quand vous voulez. On va voir les réactions et on essaiera de voir comment on peut caler une nouvelle intervention en fonction. En tout cas, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci à vous pour votre accueil. Sachez que la géopolitique est importante dans vos décisions. Beaucoup de personnes pensent que les actualités sont anxiogènes. Les gens en ont conscience, mais n'oubliez pas que ça a quand même un impact non négligeable, y compris sur votre activité, aussi minime soit-elle. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.